Hello les potos, j'espère que les poupées ne vous font pas peur. Let's go! Et on se retrouve aujourd'hui avec The Boy, la malédiction de Brahms. Alors le film a été réalisé par William Brent Bell, qui a déjà réalisé le premier The Boy. Il a aussi réalisé Stay Alive et The Devil Inside. Concernant les acteurs, on a tout d'abord Katie Holmes dans le rôle de Lisa. Alors Katie Holmes, elle a été vraiment propulsée au rang de star internationale grâce à la série Dawson's Creek. Elle a par exemple aussi tourné aux côtés de Christian Bale dans Batman Begins ou même aux côtés de Colin Farrell dans Phone Game, qui est un excellent film, je vous conseille de le voir. Le deuxième acteur, c'est Quane Yeoman, qui joue le rôle de Sean. Alors lui, personnellement, je le connaissais pas vraiment. Cela dit étant, il est un des acteurs principaux dans la série Émergence. Il est aussi apparu dans le film Troy ou même dans la série The Terminator, Sarah Connor's Chronicles. Le dernier acteur, c'est Christopher Convery qui joue le rôle de Jude. Alors il est vraiment tout jeune, il vient de commencer. Cela dit, ça ne l'a pas empêché de passer dans quelques films, comme Buy Down ou comme dans Millennium, Ce qui ne me tue pas. Mais il est aussi apparu dans une série qui a eu pas mal de succès, Gotham. Voilà pour les acteurs principaux. On passe maintenant un petit peu à l'intro du film. Et en fait, on se retrouve dans une famille américaine moyenne. Donc Lisa et Sean qui ont un fils qui s'appelle Jude. Et un soir, alors que Sean est en déplacement professionnel, Lisa et Jude sont victimes d'un cambriolage qui tourne très mal. Quelques mois passent, Jude a des traumatismes, et Lisa aussi, et Sean décide d'emmener sa femme et son fils vivre à la campagne afin qu'ils puissent un petit peu passer ce problème de traumatisme. Sauf que sur place, Jude va trouver très rapidement une poupée qui s'avère un peu spéciale. Voilà pour l'intro de base. Alors, maintenant on passe à la critique. On commence donc avec Katie Holmes. Alors Katie Holmes, c'est déjà une actrice qui est déjà confirmée, qui a déjà de nombreuses années d'expérience. Et voilà, elle joue, encore une fois, tant elle, comme pour les autres acteurs, on en parlera après, mais elle joue vraiment un petit peu le personnage principal de base. Vraiment, c'est une mère qui est heureuse dans son mariage, avec son fils. Tout va bien. Sauf que elle va avoir ce traumatisme du cambriolage. Et voilà, c'est une femme un petit peu... entre guillemets, c'est un personnage qui est assez classique dans les films d'horreur. On va expliquer un peu plus en profondeur dans la partie scénario. Mais voilà, c'est vraiment la femme, j'ai envie de dire, classique des films d'horreur, qui comprend pas, qui est un petit peu le personnage un petit peu voilà, qui navigue dans le merdier, quoi. Ensuite, en ce qui concerne Quane Yeoman, alors, c'est le père de famille qui est un petit peu, ce personnage, enfin l'acteur et le personnage en soi est assez absent du film, même s'il est là physiquement, il n'est pas très important, il n'apporte absolument rien ce personnage. C'est peut-être le personnage un petit peu qui, on va dire, c'est un petit peu le personnage qui voit les événements se produire de l'extérieur sans être impliqué. C'est un peu le spectateur de l'histoire, un peu comme nous en fait. Donc du coup, je ne veux pas dire qu'il joue mal, mais c'est un personnage qui en soi ne demande pas d'avoir une performance d'interprète incroyable pour réussir à interpréter un rôle comme le sien. Donc bon, voilà, il est là. Christopher Convery, alors lui pour le coup, je trouve que ce gamin, il a vraiment... il arrive très bien à jouer avec son regard. Il a un regard très particulier, en tout cas dans ce film-là. Il a un regard très particulier. Et c'est quelqu'un qui est capable, c'est un acteur qui, pour moi, je pense qu'il sera brillant dans l'avenir. Mais il arrive tant à nous inspirer de l'angoisse, comme de la compassion, comme de la tristesse. Je trouve qu'il a un regard vraiment très puissant, cet acteur-là. Et dans le film en question, justement, ce regard va lui permettre d'interpréter un personnage qui est vraiment très particulier. On ne sait jamais comment le prendre, comment le voir et tout. Et je trouve que pour le coup, et étant donné que c'est aussi un petit peu l'acteur principal du film, je trouve qu'il éclipse quand même pas mal Katie Holmes. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le meilleur acteur du film. Après, encore une fois, c'est des personnages qui sont très classiques dans les films d'horreur, qui n'ont rien de nouveau, ils n'ont rien de particulier, quoi. Donc voilà, ça reste un casting pas mauvais, mais très classique et des interprétations hyper classiques. Concernant les décors, en fait, on va se retrouver principalement, allez, on va dire à 90% du temps, dans la maison de campagne, justement.
et dans le bois qui l'entoure, et quelque temps dans un manoir un peu étrange. Alors, ça rappelle énormément l'ambiance, en tout cas les décors, ça ramène complètement aux décors qu'on avait déjà vu dans le premier The Boy, puisque c'est exactement les mêmes décors, tant pour le manoir que pour le bois qui l'entoure et tout. Donc jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Encore une fois, le côté manoir, c'est un classique des films d'horreur. La maison isolée, c'est un classique des films d'horreur. Donc oui, c'est angoissant, mais déjà vu. Donc pour le coup, c'est du classique, encore une fois. Là, William Brent Bell, il s'est pas trop cassé le cul, quoi. C'est vraiment, d'autant plus que c'est vraiment la deuxième partie du premier. Donc voilà, c'est un décor qui marche toujours aussi bien. Et après, en parlant des décors, des accessoires, pardon, je vais plutôt parler carrément de la poupée que j'avais déjà trouvé vraiment très belle, enfin vraiment très bien faite parce qu'elle est vraiment, elle a pas le côté Annabelle qui déjà est effrayante quand on la voit. Celle-là est beaucoup plus pure du visage, c'est vraiment une poupée de porcelaine. Mais elle a quelque chose d'inquiétant. Et je la trouve plus nuancée qu'Annabelle. Annabelle, je trouve que c'est vraiment une poupée qu'il faut vraiment, en tout cas pour ma part, qu'il ne faut pas les jetons parce qu'elle est vraiment très premier degré. Celle-là, elle est déjà un peu plus fine dans la manière dont elle est conçue. Elle est un peu plus innocente dans son regard. C'est une poupée qu'on pourrait voir plus facilement chez des enfants que Annabelle, clairement, on la verrait jamais chez une gamine ou un gamin. C'est clair et net. Donc voilà, je trouvais hein, que la poupée, déjà dans le 1, avait fait forte impression. Là, en la revoyant dans la deuxième partie, donc de The Boy, euh, je sais pas, je préfère cette poupée là. Donc voilà, pour niveau accessoire, c'est vraiment de la poupée que je voulais parler. Côté mise en scène. Alors, le gros problème déjà de ce film là commence là en fait, commence déjà dans la mise en scène. Pourquoi? Parce que en fait, le réalisateur en fait, il part directement sur de l'angoisse. Dès le début du film, on est dans l'angoisse. Et le problème, c'est que cette angoisse, déjà d'une part, il ne s'arrête jamais. Il y a toujours de l'angoisse tout le long du film. Il n'y a aucun moment d'accalmie, aucun moment donné où le spectateur peut souffler. Et du coup, bah, c'est ce que je dis toujours. La difficulté que dans un film d'horreur, dans un film d'épouvante, je sais pas, comme ça, c'est de, à chaque fois, pouvoir nous surprendre. Le problème, c'est que quand on monte directement en angoisse et qu'on stabilise l'angoisse tout le temps, on ne peut pas avoir un film angoissant du début à la fin, puisqu'en fait, nous, en tant que spectateurs, on s'habitue à cette ambiance. Et du coup, bah, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on s'ennuie. Donc c'est pour ça que je dis, la mise en place de l'histoire est bien faite, dans le sens où voilà, les angles de caméra sont très classiques, même pour le coup, c'est ce que j'allais venir aussi, pour le coup même trop classiques, puisque la plupart du temps on voit arriver les scare jumps, mais on les voit même arriver, même avant même qu'on ait commencé le film, on sait déjà qu'ils vont arriver à ce moment-là, tellement c'est téléphoné du début à la fin. Enfin voilà, je trouve que la mise en scène du film est très classique, beaucoup trop classique, beaucoup trop attendu. Il n'y a rien qui surprend, il n'y a rien, on se dit purée, le gars il a été... putain, le gars il s'est fait chier à trouver des trucs pour nous surprendre. Alors qu'actuellement les films d'horreur en plus, il y en a beaucoup. Voilà, le gars il s'est pas cassé le cul, il a fait un truc vraiment hyper classique, avec comment dire, un maintien de l'angoisse toujours permanent qui fait qu'au bout d'un moment, bah, plus rien ne nous surprend en fait. Et ça c'est vraiment le gros défaut, un des gros défauts du film. Concernant le scénario. Alors, pour moi, The Boy, donc celui-là, hein, c'est The Boy 2, mais voilà, ça s'appelle en réalité The Boy, la malédiction de Brahms. Pour moi, c'est vraiment l'exemple type de comment on peut flinguer un premier film qui avait été au final pas si mal que ça. Je m'explique. Pour moi, ce film, quand je le regardais, je me disais putain, en fait, j'ai l'impression que le réalisateur, c'est comme si David Fincher avait fait, bah tiens, je vais faire une deuxième partie de Seven, ou je vais faire un Fight Club 2. Ces genres de trucs, ces genres de films où le premier n'a pas besoin de suite. Parce que la révélation, le twist est tellement bien foutu, même s'il y a des incohérences, le twist est tellement bien foutu qu'on ne peut pas se dire, on va faire une deuxième partie de ça. Et là, William Brent Bell, en fait, il a fait de la grosse merde, puisqu'il a transformé un twist qui était vraiment pas mal dans le premier, pour en faire de la merde dans le deuxième. C'est ça le gros... Voilà. C'est l'exemple type de... Il y a des films, il faut pas toucher, quoi. Il y en a un, on le touche plus. Je sais pas, l'échelle de Jacob. Il y en a tellement des films, je sais pas, le livre d'Eli. Il y a tellement de films comme ça où il y en a qu'un et il faut surtout pas les toucher. Seven, Fight Club.
il y en a des milliers des films où des suites ne sont pas nécessaires et il faut surtout pas en faire. Ah bah lui, il a fait clairement cette connerie-là. C'est qu'il a dit, ah bah The Boy, le premier a bien marché, je vais en faire un deuxième, parce que ça, voilà, pour tirer des sous, parce que c'est pas pour autre chose, hein, c'est pour tirer du pognon. Et en fait, il en a fait de la merde. Il a enlevé l'originalité du premier. Et dans le scénario, c'est clairement ce qu'il a fait. Il a transformé un truc qui était pas mal en de la merde. Bref, après, si je parle vraiment de l'histoire en soi, oui, elle est cohérente, il n'y a aucun problème. Oui, il y a deux, trois incohérences, surtout quand on repart, on se fait référence au premier. Il y a des incohérences, c'est sûr. Mais ça va, ça reste plus ou moins cohérent. Troisième chose aussi que j'ai pas aimé du scénario, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bah, moi qui ai vu le premier, je me suis dit, bah tiens, ils vont parler du premier, on va voir comment ça en est arrivé là. Et clairement, il chie sur le premier, mais franchement, le gars, quand il a écrit The Boy, la malédiction de Brahms, il avait envie de chier, et il a rien trouvé de mieux que de chier sur son premier film, son propre film, son premier film, il lui a chié dessus. Puisqu'à un moment donné, on fait référence au premier, et tout ce qu'on apprend dans le premier, on dit, tout ça c'est de la merde. Tout ça, ça vaut rien. Donc à un moment donné, voilà quoi. Moi c'est le genre de truc qui me casse les couilles quand un réalisateur il court derrière du fric et il dit bah tiens je vais prendre une licence qui marche bien que j'ai fait et puis hop je vais en faire de la merde pour soutirer du pognon. Voilà, bah, typiquement dans le scénario, en tout cas tout ce qui est histoire du film, c'est une catastrophe. Vraiment c'est une catastrophe. C'est transformé, peut-être dans la partie spoil je vous en dirai plus en détail, mais c'est s'est transformé en vraiment le film d'épouvante, mais lambda qu'on connaît tous sur une histoire complètement... il n'y a rien, c'est bateau, c'est pourri, enfin bref. Je peux pas vous dire grand chose. Et les personnages, comme vous dites, c'est tous des personnages classiques. Hein. On passe vraiment de la mère qui a l'impression de péter les plombs, le père qui est complètement à l'ouest, le gamin qui est flippant. Ensuite, ils arrivent, ils vont tomber sur le garde-chasse, c'est flippant. Ils passent sur des trucs complètement... voilà, c'est dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il en a fait ça, quoi. Ensuite, si on part maintenant dans les cascades et les effets spéciaux, cascades, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est un film d'épouvante, c'est un film d'horreur, les trois petites courses, c'est pas grand chose. En revanche, les effets spéciaux, alors honnêtement, autant dans le premier, il y avait très peu d'effets spéciaux, et justement, c'est ce qui faisait toute l'originalité aussi du twist final, autant ici, les effets spéciaux, il y en a, mais qu'est-ce qu'ils sont datés. Les techniques, comment dire, les ficelles, les techniques d'épouvante de Scare Jump, grâce aux effets spéciaux, sont tellement dégueulasses, sont tellement mal foutues. Et je reviens aussi encore une fois sur la mise en scène. Vraiment, le gars, en fait, il a William Brent Bell. Déjà, il avait pas les bonnes ficelles pour faire des Scare Jump. Et en plus de ça, il a utilisé 2-3 trucs, 2-3 effets spéciaux pour faire peur. Et c'est vraiment, c'est nul, quoi. C'est pourri, c'est mal fait, c'est complètement... voilà, c'est... encore une fois, c'est du gâchis, quoi. J'ai la production, là, je sais pas. Moi, je m'en mordrais les doigts d'avoir produit un tel film. Enfin, bref. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment pas bon, pas bon, pas bon du tout. La BO. À la limite, je me suis dit, bon, bah, je me rattache à la BO. Alors, en soi, elle est pas mauvaise. Elle est pas excellente. C'est une BO de film d'horreur classique. Et très présente dans ce film, pour le coup. Et le problème de cette BO, c'est qu'encore une fois, les morceaux placés sont toujours placés pour nous avertir déjà qu'il va y avoir une couille. Ou qu'on est dans un moment où c'est tranquille, pépère. Donc du coup, déjà ça enlève le scare jump une bonne partie, puisque c'est une technique qui est très classique qu'on connaît depuis des décennies de cinéma d'horreur. Donc voilà, c'est toujours là. Elle est tout le temps présente. Donc on sait dans quelle ambiance on va être, si c'est une ambiance angoissante ou pas. Quoique l'angoisse ne s'arrête quasi jamais, comme je vous l'ai dit. BO pas mauvaise, pas bonne, mais inutile et rien à dire, waouh, c'était génial. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Si vous avez vu le premier, n'allez pas voir le deuxième. Honnêtement, ça va vous enlever toute la partie surprenante du premier, vous allez la perdre dans le deuxième. Tout ce qui était original dans le premier, dans le scénario, vous allez la perdre dans le deuxième. Ce deuxième film est en réalité une espèce de bouse qui a été faite, où j'ai plus l'impression que ça a été fait parce que ça apportait du pognon que réellement parce que ça apportait un réel plus à la saga The Boy, quoi. Donc vraiment, si vous avez vu le premier, n'allez surtout pas voir le deuxième. Je sais pas, je peux même pas vous le conseiller, même si vous n'avez pas vu le premier, d'aller le voir parce qu'il est vraiment ultra mauvais, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce film.
J'espère que vous avez aimé la critique malgré tout. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein, vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Vous pouvez aussi, ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification, j'avais zappé, pour être au courant de prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos proches. On va passer à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le premier point, et celui-là c'est celui qui va, vraiment ça va être un spoil général, c'est que ce qui avait été intéressant dans le premier The Boy, c'est qu'au tout du long du premier The Boy, en fait, on a l'impression que c'est une histoire où la poupée est maléfique, et au final pas du tout. Au final, en fait, c'était un mec qui vivait dans les murs du manoir et qui faisait passer la maison, enfin la poupée comme étant entière, alors que c'était en fait lui-même qui déplaçait la poupée et tout ça. Et en fait, c'est ça que je vous disais dans le machin au niveau des effets spéciaux. Dans le premier, on voit jamais la poupée bouger. Ici, dans le deuxième, en gros, ce qu'ils ont fait, ce que William Brent Bell a fait, c'est un espèce d'Annabelle pourri. Alors déjà, moi, j'aime pas Annabelle, mais alors celui-là, il est encore moins bon qu'Annabelle, quoi. Et au final, il perd toute l'originalité du premier où en fait, c'est ça le twist. Le premier le twist, c'était, on pensait que c'était un truc de maléfique avec des esprits. Et non, en fait, c'est un slasher. Là, il n'y a rien. C'est un Annabelle pourri, dégueulasse. Et voilà, c'est ça la grosse originalité qui a été perdue du premier, qui a été complètement bafouée dans ce The Boy là. Le deuxième truc, le deuxième point donc, spoil, c'est vraiment, comme je vous expliquais, c'est des personnages, comment dire, classiques des films d'horreur. Où, voilà, comme je vous dis au début, bah, il y a Jude et Lisa qui sont dans leur appartement, qui se font cambrioler, ils sont traumatisés les deux et tout. Puis Lisa va voir petit à petit que la poupée, elle a des trucs pas normaux. Bah, évidemment, personne ne va la croire parce qu'ils vont dire ouais mais t'es traumatisé, c'est toi qui es folle et tout. Et le gamin, bah comme il est traumatisé aussi, on va se dire ah mais lui il est complètement fou, il parle avec une poupée alors que la poupée ne fait rien. Voilà, ce schéma-là, je pense qu'on le connaît tous déjà. Le schéma du genre, il y a l'héroïne et le petit garçon qui savent que la poupée est bizarre et les autres ne les croient pas parce qu'ils ont été traumatisés. Voilà, ce schéma-là, on le connaît dans plein de films d'horreur. Il n'y a rien, absolument rien d'original. Le troisième point que je voulais mettre aussi en avant dans ce film, c'est comme je vous ai dit, c'est pour les parties, comment dire, les scare jump. Les scare jump liés aux effets spéciaux de nouveau. Ici, vraiment, je vais vous donner des exemples de scare jump du film, ou en tout cas d'effets spéciaux. Genre, à un moment donné, bah, on voit la poupée, je crois que la seule chose qu'elle fait, c'est tourner la tête. Genre, il y a Lisa en train de la regarder, puis elle tourne la tête, ou les yeux qui bougent. Voilà. C'est les seuls effets spéciaux que vous verrez dans ce film-là. Et c'est que dès que j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, la poupée, elle est maléfique. En fait, le gars qui vivait dans les murs et qui déplaçait la poupée dans la maison, dans le manoir, en fait, bah, c'est pas lui qui a déplacé, c'est la poupée est vraiment maléfique. Et le twist final, attention, accrochez-vous bien, le twist final, la révélation du film, c'est que la poupée est maléfique. Je me suis dit, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? C'est ça le twist final, c'est qu'on apprend que la poupée est maléfique. Et qu'en réalité, dans le premier, en fait, c'est pas que le gars se faisait passer pour un esprit puis qu'il vivait dans les murs. Non, non, c'est que la poupée avait déjà possédé le gars qui vivait dans les murs du manoir. Je me dis, mais pourquoi péter cette originalité avec une merde pareille? Pourquoi faire un Annabelle 2 à la con? Enfin voilà, ça m'a super saoulé. J'étais vraiment hyper déçu du film en fait. Le 1 j'avais trouvé pas trop dégueulasse, celui-là j'ai trouvé vraiment mais décevant et je trouve qu'il a complètement ruiné les théories du 1. Et voilà, c'est ce que je vous disais. C'est là où à partir du moment le twist final c'est ça. C'est la poupée est maléfique. Ok. Bref, quatrième point, et c'est là où je vais vous donner quelques incohérences, dont une en particulier. Dans le premier, à la fin du premier, le personnage de Lauren Cohan, hein, qui est l'héroïne principale. Lauren Cohan, pour ceux qui ne savent pas, c'est Maggie dans The Walking Dead. Bon bref, c'est l'héroïne dans le premier. À la fin, son ex-petit ami casse la poupée complètement. La poupée est vide à l'intérieur. C'est une poupée en porcelaine, on casse, elle est vide. Et ici, dans le deuxième, à un moment donné, le père de famille, donc Sean, casse la poupée. Dedans, il y a comme un petit garçon brûlé en fait. Un peu comme une espèce de Chucky, on va dire ça. Voilà, et dessous, il y a du vivant. J'ai dit, mais alors attends, je comprends pas. Si la poupée, elle est maléfique, ok, donc déjà, il me ruine l'histoire du 1. Mais en plus de ça, maintenant, il est en train de me dire que dessous, il y a quelque chose, il y a de la chair. Alors dans le premier, il n'y en avait pas.
Première chose bizarre. Et deuxième chose, c'est ce que je disais, le réalisateur, William Brent Bell, a complètement ruiné le premier, puisqu'on se dit, bah tiens, à un moment donné, il va y avoir un lien avec le premier, on va comprendre où est partie l'héroïne du premier, donc Lauren Cohan. Et puis, bah, il y a le personnage du garde forestier qui dit, ils sont tous morts. Voilà, terminé, hop, fin de liaison avec le premier. Voilà. C'est le truc qui me casse les burnes dans ce genre de film, quand on fout en l'air un premier qui était pas trop mal pour en faire de la merde dans le deuxième. Donc voilà, c'était 4 spoils plus coup de gueule que vraiment spoil en tant que tel. J'espère qu'ils vous ont plu malgré tout. Si vous avez aimé, vous savez déjà quoi faire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.